Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à la prospective et au développement de l'économie numérique. Vous êtes aussi maire de Longjumeau et secrétaire général adjoint de l'UMP. Bonjour. Bonjour. Éric Woerth s'est dit soulagé ce matin par les conclusions du rapport de l'Inspection générale des finances. On y lit que le ministre du Budget n'a pas empêché un contrôle fiscal portant sur Liliane Bettencourt. Pensez-vous qu'il en a fini avec le soupçon de conflit d'intérêts qui pesait sur lui ? Oui, je crois. On y lit clairement qu'il n'est pas intervenu dans le dossier de Mme Bettencourt. Et c'est le principal soupçon, la principale inquiétude qui a été relayée ici ou là ces derniers jours. Je crois que c'était important que les choses puissent être dites aussi clairement et par une institution aussi ancienne et forte que l'Inspection générale des finances. Toujours ce matin, Éric Woerth a surpris en laissant entendre qu'il réfléchissait à abandonner sa fonction de trésorier de l'UMP. Alors, doit-il démissionner de cette fonction ? C'est vraiment son choix à avoir avec Xavier Bertrand. Moi, je trouve normal que le trésorier d'un grand parti soit un politique. Parce que c'est justement l'une des questions. On dit qu'il faudrait plutôt recourir à des gens qui ne soient pas des politiques. Moi, je trouve normal que ce soit un politique. Maintenant, c'est avant tout un choix personnel. Il est trésorier depuis très longtemps, Éric Woerth, en fait. Il était trésorier même avant d'être ministre. On voit bien que cette histoire de possible conflit d'intérêts a été instrumentalisée du fait qu'il était le ministre qui portait la réforme des retraites. Bon, est-ce que pour autant il a envie quand même d'y donner suite et de renoncer à ce poste de trésorier? C'est vraiment son choix personnel. Il n'y a pas une leçon à tirer sur le fait que ce soit le ministre du Budget qui soit en plus trésorier d'un parti? Est-ce que, hormis le cas Woerth, est-ce que c'est pas... Écoutez, de toute façon, il n'est plus aujourd'hui ministre du Budget. Et vous voyez bien la façon dont ça s'est passé. Il était trésorier depuis très longtemps. Il a été ministre à plusieurs reprises. Personne n'en a jamais rien dit quand il était ministre du Budget. Et c'est aujourd'hui qu'il porte la réforme des retraites qu'on dit « Ah, il y avait un conflit d'intérêts ». Bon, on est sans innocence là-dessus. Bon, est-ce qu'il a quand même envie de se défaire de son poste de trésorier? Je crois vraiment maintenant que ça lui revient. C'est un choix personnel qu'il doit faire. Votre nom a été cité pour remplacer Éric Woerth au poste de ministre du Travail. Vous imaginez une telle promotion ou pas? J'ai découvert on a lu ça ici avec ou là, comme vous dites. Une certaine stupéfaction dans la presse. Je ne suis au courant de rien sur ce sujet et je trouve qu'Éric Woerth est le meilleur ministre du Travail. Ce week-end, alors les mauvaises nouvelles, souvent on dit qu'elles volent en escadrille, et là c'est le cas. Il faut dire que ce week-end, Jean-Frédéric Poisson, qui était candidat UMP, député sortant, a été battu dans la circonscription de Rambouillet. On écoute Annie Poursinov, la nouvelle députée verte. Je souhaite que ce résultat de Rambouillet soit vraiment le début du changement. Avec cet écart-là, on peut dire qu'il y a quand même une vague qui a amplifié le mouvement de fond. Comment vous réagissez? C'est quand même un cinglant revers pour le parti majoritaire. Moi, je le regrette, et je le regrette aussi pour Jean-Frédéric Poisson, qui était un bon parlementaire, un parlementaire très engagé, très actif. J'observe cependant qu'il faut nuancer. On ne peut pas, si vous voulez, réagir au coup par coup sur tel ou tel partiel. Si on fait le compte de toutes les partielles depuis 2007, c'est 50-50. 50% est gagné par la droite, 50% gagné par la gauche. Bon, il y a un équilibre qui se fait, qui se trouve de partiel en partiel. Là, il est certain que Jean-Frédéric Poisson n'est pas tombé dans une époque très favorable. Vous voulez dire qu'il a payé les affaires à la fois Christine Boutin, qui était donc élue dans la même circonscription, et puis celle de Christian Blanc, élu dans la circonscription voisine, qui a été démissionné du gouvernement pour une affaire. Oui, le climat de grande confusion qui règne depuis plusieurs semaines autour de ces sujets, qui est évident, lui a pas été favorable. Vous savez, une élection partielle, en fait, il y a très peu de votants. L'essentiel de l'enjeu, c'est de mobiliser son propre électorat d'une élection partielle. Là, il y a eu moins de 30% de votants. Et c'est vrai que dans ce climat-là, mobiliser son propre électorat, c'est difficile. Voilà, c'est celui qui mobilise le plus. C'est difficile pour l'UMP aujourd'hui à mobiliser que pour les Verts. Dans le climat des dernières semaines, ça n'a pas dû être facile de mener une élection partielle et d'aller mobiliser son électorat. Bien sûr, c'est pas un climat facile. Ouais. Est-ce que ça se ressent au niveau des adhésions de l'UMP? Vous êtes secrétaire générale adjointe. Est-ce que vous enregistrez un tassement au niveau des adhésions? Non, pas forcément. Vous savez, il y a un effet paradoxal parce que manifestement, Jean-Frédéric Poisson n'a pas bénéficié, mais tout ce climat très polémique, ces attaques contre la majorité peuvent aussi avoir un effet de donner à certains le désir de s'engager. Et je pense à un sondage qui est sorti ce matin où Éric Woerth lui-même prenait plus 7 points. Mais est-ce que c'est pas lié au fait que sa notoriété augmente et que du coup
il y a un peu Ah, plus mais il prenait plus plus 7 de points en visibilité. positif. Donc, Il prenait plus 7 points en positif. Donc évidemment, il y a un effet notoriété, mais il n'y a pas qu'un effet notoriété. Il y avait plus 7% de Français qui disaient le connaître et l'apprécier. alors, est-ce que vous pensez que dans ce contexte, justement, l'intervention ce soir très attendue du président de la République va lui permettre de reprendre la main, parce que lui aussi il est en panne dans les sondages, et on voit bien que ce climat de confusion ne profite pas à l'exécutif? Je crois qu'on en a besoin, en tout cas, de cette intervention. Il y a comme une ambiance un peu déboussolée avec toutes ces affaires, ces soupçons qui ont couru. Il y a une ambiance déboussolée qui a été voulue par certains. Hein. Il faut être sans innocence sur ces questions-là, mais enfin, elle est là. Et c'est important aujourd'hui que le président de la République fixe le cap. Qu'il le redise, qu'il le réexplique, qu'il donne des perspectives, qu'il nous parle de sa vision. D'accord. Dans l'affaire Bettencourt, on a vu les responsables de l'UMP et plusieurs ministres se attaquer avec virulence Mediapart et la presse Internet. Edwy Plenel, le fondateur de ce site d'information, a regretté publiquement que vous vous associez à ces attaques. Que lui répondez-vous? Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, je défends la presse en ligne. Je crois beaucoup à l'avenir de l'information en ligne. L'information sur Internet, ça a une formidable valeur ajoutée. Il n'y a qu'à voir comment les Google et les Yahoo cherchent partout à faire de la news pour attirer l'internaute. Mais justement, pour que ça se passe bien, il faut que cette information soit de qualité, qu'elle ait de la même qualité que l'information papier, qu'elle réponde aux mêmes règles. Or, moi, je trouve qu'il y a là un site internet, Mediapart pour ne pas le nommer, qui n'a pas répondu aux standards de qualité qu'on est en droit d'attendre de la presse. Et je ne fais pas l'amalgame entre Mediapart et la presse en ligne. C'est pas du tout la même chose. La presse en ligne a du mal à trouver son modèle économique. C'est compliqué. La plupart de ces sites n'ont pas trouvé leur équilibre. Mais ça ne justifie pas de faire n'importe quoi pour créer l'événement, trouver le scoop et provoquer en l'occurrence des abonnements. Et je pense que ces manœuvres nuisent à la crédibilité de l'ensemble de la presse en ligne, que c'est dommageable pour l'ensemble de la presse en ligne. Et c'est là que j'interviens comme secrétaire d'État au numérique à dire arrêtez, vous décrédibilisez l'ensemble de la presse en ligne à travers les manœuvres de l'un ou de l'autre, qui ne sont pas la majorité. Est-ce que vous souscrivez dans ce contexte à la démarche d'une députée des Alpes-Maritimes, plusieurs élus d'ailleurs de l'UMP à l'Assemblée nationale, qui veulent déposer une proposition de loi pour encadrer l'information en ligne? Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de quelque chose de nouveau pour l'information en ligne. On a besoin que l'information en ligne réponde aux mêmes standards, aux mêmes critères de qualité que l'information traditionnelle. Moi, j'essaye plutôt de rapprocher les statuts. C'est ce qu'on a fait dans la suite des États généraux de la presse en créant un statut d'éditeur en ligne, d'éditeur de presse en ligne. J'essaye plutôt de rapprocher les statuts pour que la qualité soit la même partout et qu'il n'y ait pas de doute sur la qualité de l'information en ligne. Je ne cherche pas le statut plus particulier, je cherche plutôt la qualité unique et élevée. Donc inutile de vouloir faire une nouvelle proposition de loi à la faveur de cette crise politique pour encadrer... Voilà, je ne trouve pas que l'idée d'aller vers des statuts particuliers soit la bonne démarche. Je préférerais que tout le monde soit dans les mêmes standards, mais que ces standards soient d'un niveau de qualité élevé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se pose pas des problèmes très spécifiques sur la presse en ligne. Par exemple, c'est vrai que le délai de 3 mois pour la diffamation sur la presse écrite pose un problème sur Internet, parce que sur Internet, les informations restent beaucoup plus longtemps que 3 mois. Et donc parfois, au début d'ailleurs, elles ne sont pas mises en avant, et puis elles sont mises en avant après. Le délai de 3 mois est échu, mais l'information, elle, est toujours en ligne. Il y a des problèmes spécifiques auxquels il faut songer à trouver réponse, mais pour moi, la réponse, elle n'est pas dans un statut particulier pour la presse en ligne. Ça, ce serait une erreur. Vous êtes secrétaire d'État dans ce gouvernement et le Premier ministre et le Président ont décidé de serrer la vis un petit peu dans les emplois de cabinet. Est-ce que, à votre niveau, vous devez vous séparer de collaborateurs? Oui. Est-ce que vous avez une lettre qui vous l'a indiqué? Oui, on a moi, donc, je dépends du Premier ministre, je suis rattachée à Matignon et donc il y a une lettre qui m'indique que je dois me séparer de certains collaborateurs. C'est évidemment très difficile, et d'autant que ces collaborateurs n'ont pas démérité, ils sont des gens qui travaillent énormément et ça nous oblige à faire des choix d'organisation différents. Plus globalement, vous pensez que ce secrétariat d'État peut résister à un nouveau remaniement où, au fond, on va sans doute réduire le nombre de secrétaires d'État? Moi, j'ai toujours dit au Président de la République et au Premier ministre que je pensais que ce secrétariat d'État était aujourd'hui un secrétariat de mission. Il était amené soit à évoluer en ministère plein, c'est-à-dire qu'on regrouperait un certain nombre de fonctions qui existent par ailleurs autour du numérique, soit à être fusionné
avec un ministère existant, ce qui n'est pas très facile parce que les activités sont beaucoup à l'interface avec l'industrie, avec la culture, avec des questions de sécurité. Et donc, il est compliqué de savoir vers quel ministère par an irait ce secrétariat d'État. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui interministériel, qu'il est rattaché au Premier ministre. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.